What's up guys, Mishka aka Guts MMA, we are back cette fois-ci pour un recap de UFC Vegas 116, Youssef Zalal versus euh, Aljamain Sterling, je me souviens plus de son nom, ça va bien. Fait que comme à l'habitude, on va passer toute la carte, on va checker les bets, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, overall, puis les résultats en partant. Fait que ça a été une soirée neutre pour ma part. Pour ce qui est des regular bets, le regular tier, dans le négatif, par contre, moins 3,6 unités. Et puis dans le Fantasy Tier, plus 3,63 unités. Donc pour un maigre gain de 0,03 unités, c'est genre 1 pièce et 40 pour moi. Mais écoutez, je peux pas me plaindre, là, j'aime mieux être neutre ou légèrement green que dans le rouge dans tous les cas. Carte un peu weird, pas la meilleure carte du siècle, là, on s'entend. 11 décisions sur 13 combats. Beaucoup de fights qui ont eu des tournures inattendues, du moins, là, à mon avis. Par contre, des bons reads également là, dans le mix. Anyway, on va tout faire leur tour. Puis pour ma part, des petits updates là, pour la suite. Évidemment, je suis en constante évolution dans ce game-là. Aussi, il faut apprendre, il faut progresser, il faut s'ajuster dépendamment comment que ça va, dans quoi on a le plus de succès, dans lequel on en a le moins. Puis quelque chose que je vais ajuster là, pour les prochaines semaines, on va faire un petit peu moins de long shot play. Même si c'est tout le temps des petits pots, 0.2, 0.1, 0.25 unités. Quand on cumule tout ça au fil des semaines, ça fait quand même des montants considérables là, en termes d'unités, c'est sûr et certain. Puis c'est pas nécessairement mes meilleurs reads, j'ai l'impression. De temps en temps, j'en hit un, mais j'ai l'impression qu'overall, à long terme, pas mal break-even avec ces props-là. Fait que je vais en faire un petit peu moins. Je vais continuer de faire quand même des cycle parlay, 1, 2, 3 parlay de temps en temps. Mais un peu moins de long shot overall. Parce qu'il y a des spots, je pense que c'est possible de cacher avec des bets un petit peu plus simples, réguliers, puis minimiser les risques. Et puis également aussi faire plus confiance un peu à mon gut sur les underdogs. Juste hier, par exemple, là, il y a 3 underdogs que j'avais notés sur ma feuille de bet. Ben, vous ne le voyez pas, là, mais j'ai plusieurs feuilles de notes là, pour chaque combat. Puis quand un certain fighter correspond à plusieurs critères, whatever, bref, j'embarquerai pas dans tous les détails, que la value est là sur la line, ben souvent, je vais pull le trigger. Hier, il y en avait 3 que j'avais dans ma main, je les ai pas pariés, puis les 3 ont passé, fait que pas du regret, là, pas de regret, là, mais j'aurais aimé ça faire plus confiance là, à mon guts, puis écoutez, on va juste en apprendre, puis on va s'en servir pour les prochains events. Fait que that's it, guys. Sans plus tarder, on commence ça. Pas top to bottom, bottom to top. Premier fight, Talita Alankar versus Julia Polastri. J'étais quand même high sur Julia. Je pensais qu'elle allait passer au travers Talita Alankar, puis ça s'est joué sur vraiment une marge de manœuvre très très fine. Mais de un, je pense que Julia, elle a peut-être pas performé à son meilleur hier, honnêtement. Là. Plus low volume qu'à l'habitude, vous voyez, là, quand même un gros pourcentage de précision, là, 78 coups significatifs sur 111 tentés. J'ai envie d'aller voir ça représente quoi exactement, là, mais crime, c'est 70% de précision, c'est super élevé. Mais d'habitude, elle lance beaucoup plus de coups que ça, là, Julia Polastri, vous voyez, là, 111 coups significatifs tentés. Mais si on regarde par exemple là, versus Kowalkiewicz, il n'y a pas eu trop de grappling dans Kowalkiewicz. 253 lancés, c'est plus du double. Lupi Godinez, il y a eu beaucoup de grappling aussi. 150 tentés, même qu'il y a eu plus de grappling contre Lupi que contre Alankar. Bref, pas tant impressionné par Julia hier soir. Premier round, clairement perdu. Elle a give up un takedown. Je pense qu'elle a lancé un kick, elle s'est fait amener au sol. Puis pas la moitié du round, mais tout de même une bonne partie du round en control time. Deuxième round, je me doutais que Talita avait des chances de gagner le premier round à assez high clip. Deuxième round, Julia a cruisé, là, debout, elle dominait clairement. Puis encore une fois, je pense qu'elle s'est fait recatcher un kick qui restait 1 minute 15. Puis Talita Alankar, elle a juste resté pas dans la garde, là, mais resté en position dominante jusqu'à la fin du round, du ground and pound. Fait que clairement, elle est volée le deuxième à cause de ça. Fait que tu sais, c'est Julia qui a fait une erreur. Puis troisième round, ben là, elle a gagné. Mais bref, encore une fois,
pas le meilleur look, là, de la misère à stuff les takedowns. Puis souvent, c'était à cause de ses attaques à elle, ses kicks. Elle se faisait catcher. J'aimais ça l'avoir un peu plus agressive. On dirait qu'elle respectait peut-être même un peu trop Talita Alencar debout. Habituellement, elle est plus psycho que ça, fidèle à son nickname. Fait que bref, Julia qui a choqué ça. En termes de bet, justement, je parlais des long shots. C'est juste ça que j'avais sur elle. Donc, j'avais du Julia round 2, round 3, puis du Alencar round 1. C'est des petits pokes, mais c'était quand même 0.5 unités-ish au total là, sur ce fight-là. Fait que bref, pas le read qu'on espérait, mais pas une grosse perte non plus. Next up, on avait Max Griffin contre Victor Valenzuela. Aucun bet là-dessus. Le pick, c'était Victor. Honnêtement, Max Griffin, 40 ans, je vous en avais parlé dans le breakdown des fighters de 40 ans qui look encore good, mais j'ai l'impression que Max, un petit peu moins là, dernièrement. Victor qui arrive au UFC, mais qui a quand même un bon niveau de striking. Guerre back and forth, les deux ont eu des moments, mais je donnais le edge aussi là, sur la carte des juges à Victor Valenzuela. Fait que, à mon avis, le bon jugement a été rendu. Mais hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. C'est sûr qu'il y a des flaws défensifs, surtout là, il est très hittable, mais fun fighter. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va amener à la table. Max Griffin, on va probablement le revoir. J'ai pas vu d'annonce de retraite à ce que je sache, mais faut être prudent avec qui vont le matcher pour la suite. Marshall, Lucas Brennan. On avait un parlay seulement avec le moneyline de Marshall. Un 3-leg parlay, c'était la première leg. Il y a hit, décision unanime. Je veux dire, il a dominé du début à la fin. Mais tu prends un newcomer, un peu short notice. J'aurais aimé ça voir un finish, probablement. Marshall qui était favori à quoi? Moins 5, 600. Si c'est pas plus, là. Donc, j'aurais aimé ça voir un finish de sa part pour vraiment couvrir le price tag, même s'il a vraiment dominé. Un petit peu plus, j'aurais aimé ça. Je comprends que Lucas Brennan, c'est un maniaque de Jiu-Jitsu. Il est genre black belt, second degré. Marshall qui était capable de rivaliser un peu avec son ground game au sol, mais pas pris de risques inutiles. Debout, il y avait le meilleur également. Il a pincé solidement Lucas Brennan à quelques reprises, mais pas de finishing blow. Fait que Marshall qui a fait ce qu'il avait à faire là, dans ce combat-ci. Next up, ça a été quand même une surprise pour moi. J'étais quand même high sur Jafel Filio, je vais vous avouer. C'était, je pense, le plus gros favori de la carte. Puis, il y a eu des échanges de grappling au premier round, il y a eu des chances, etc. Mais sérieux, je pensais que Cody Durden, short notice, il y a un background de gazer qui allait fatiguer assez vite. Mais c'est Jafel Filio qui, après 4 minutes, il avait l'air complètement gaz out. Je veux dire, s'est-tu préparé pour ce combat-là? S'est-tu actuellement entraîné? As-tu fait du conditioning? Je sais pas. C'est un plus gros gas bag que Cody Durden, j'en reviens même pas. Ça a été une grosse surprise pour ma part. Jafel Filio qui a déjà eu des historiques de fatigue late en combat, mais à ce point ici, là, j'ai été très 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 surpris. Même, il a fait une grosse guerre avec Alan Nascimento, back and forth, du gros scramble pendant 15 minutes, puis il avait l'air moins fatigué qu'hier après un round. Fait que, grosse surprise, tu sais, la 135 livres, je sais pas, whatever. Qu'est-ce qui clochait ici, mais ça s'est pas du tout passé comme je croyais. Cody Durden qui a gagné 3 rounds, les 3 rounds sur la carte de 2 juges, sinon un 29-28, Philo qui a clairement sous-performé. Durden qui a eu des takedowns à souhait. Philo pas capable de renverser. Il n'a même pas show-up des gros. Premier round, il y a eu des beaux scrambles, fine, là, mais round 2 et 3, il était plus capable de rien faire. Fait que, bref, props à Cody Durden là, pour le upset à 5-6 jours short notice. C'est un dog, c'est un gamer. Je suis content pour lui. Du côté de Filio, honnêtement, on avait un bet, c'était 1.5 unités qui gagnait par sub. Évidemment, ça n'a pas hit. Fait que pas super. Puis je m'attendais aussi à un finish. J'avais 2 parlays, on va dire, importants, entre guillemets. J'ai parlé du premier avec Francis Marshall. On en avait un autre, un 2-leg parlay. La première leg, c'était fight don't go to decision. Pourquoi? Je pensais que Jafel Filio allait le soumettre à très très high clip. Mais sinon, je croyais que Durden allait trouver peut-être un knockout là, early, que c'était sa meilleure chance de victoire. Finalement, somehow, Young Cruz à la décision. Fait que bad play, fight don't go to decision. De mon côté, je ne m'attendais pas à ce type de narratif. Fait que ça l'a choqué un peu nos plays là, pour hier. Next, Montag contre Maria Bueno Silva. Michel Montag était dans le 3-leg parlay avec Francis Marshall.
elle a gagné. Un peu plus chalky que ce que j'aurais cru. Premier round, excellent. C'est ce que je m'attendais pour tout le fight. Michelle Montag qui pressure, elle part comme une fusée, elle perd pas une seconde. Elle lance 3-4 gros power shots, takedown de Maria Bueno Silva, puis la maintient au sol pour la durée, toute la durée du premier round. Je suis curieux de voir le control time, là, round par round. Fait que vous voyez, là, 4 minutes 56 de contrôle sur 5 au premier round. J'étais là, let's go, ça s'en va dans le bon sens. On l'avait en pic, mais j'avais aussi un poke qu'elle allait finir, Maria Bueno Silva, actually. Puis deuxième round commence. En tout cas, il y a eu des séquences weird dans ce fight-là où Maria Bueno Silva a tenté un choke, a réussi à s'en sortir. Position dominante légèrement. Maria Bueno Silva se fait renverser à nouveau, mais debout, là, Michelle Montag qui se fait tag là, par Maria Bueno Silva. Il me semble que c'est au deuxième round. Vous voyez, 0 sur 4 les amener au sol. Mais je pense justement qu'elle a eu de la position dominante à cause de la sub à temp de Maria. Finalement, ça s'est ramassé au sol, puis elle a atterri on top. Mais pas le meilleur look, là. Son striking à Michelle Montag est dégueulasse. On top, je veux dire, position dominante, tout. Elle a eu quelques occasions où elle a essayé de hunt une sub, mais elle l'a pas eu. Sinon, moins de ground and pound que ce que j'aurais cru également. Fait que pour le parlay, ça a cash sur Moneyline. Mais dans tout ce qui concerne le finish, ça n'a pas lieu. Un autre combat qui a été à la décision, comme la plupart des fights sur cette carte-ci. Pick était bon, plus chalky que ce que j'aurais cru. Je pensais qu'elle allait vraiment cruise un peu plus de façon décisive. Deuxième round, un peu weird, là, à mon avis. Fait que bref, on passe au suivant. McVeigh contre Dumas. McVeigh respect the coin. Il a fait ce qu'il avait à faire. Je vous l'ai dit dans le breakdown pour ma part. Quand Cédric Dumas est en action, c'est un auto-fade. J'ai quasiment rendu envie à ce point-là qu'il garde sur le roster juste pour pouvoir bêter contre lui à nouveau. Puis le price était quand même décent. Là. McVeigh qui était favori à moins 180, je pense, à la fermeture de ligne. Fait que donnez-moi n'importe qui contre Dumas, ça pourrait être ma grand-mère, puis je vais le pick. McVeigh a fait ce qu'il avait à faire, il a foncé dans le clinch. All muscle Dumas, place des bons genoux, des coudes. Finalement, il trouve, je pense que c'était un punch qui a droppé Dumas. C'était-tu un uppercut, whatever, je suis plus certain. Unleash le ground and pound. Finalement, Dumas qui se cover quand même bien, va chercher le coup. Easy tap, good job pour McVeigh. On avait un bet, je pense que c'était 1.5 units sur McVeigh to win inside the distance. Ça a cash. J'avais son fantasy score qui était très low sur Underdog Fantasy qui a hit dans mes deux plays principaux. Fait que bien content pour celui-là. Puis j'en avais un autre sur ce... Non, à part les long shots, là, les cycles, 1, 2, 3, etc. Qu'on ne s'attardera pas trop. On n'en avait pas. Je m'étais noté dans ma liste Jackson McVeigh round 1 à plus 2.35 sur Bet99. Je ne l'ai pas parié, mais ça aurait été un sapristi de bon play avec du recul. Fait qu'un autre que j'aurais dû faire un petit peu plus confiance là, à mon feeling, à mon read. Mais écoutez, on a quand même fait là, du profit sur ce combat-là. Le read était bon. Next up, je suis content. Le read était excellent. Ben, excellent. Ça a été un peu plus chalky au début. Mais je veux dire, mon pick, c'était McConico, qui était un gros underdog. Je l'avais sur ma liste de bets. Je vous parlais de underdog que j'ai pas parié, que j'aurais dû. Je l'ai même dit quand j'ai posté mes derniers plays sur Patreon, que je songeais à le parier à plus 270 sur BetOnline. Je l'ai pas fait. J'aurais dû parce que McConico... Il est allé chercher la victoire, puis de façon assez convaincante. Je veux dire, premier round, il l'a perdu sans équivoque. Rodolfo Vieira qui drop McConico dans les premières secondes. Va chercher des positions dominantes au sol. Fait que très, très... pas one way. Je veux dire, il a gagné le premier round de façon décisive là, du côté de Vieira. Mais je me doutais que s'il n'allait pas chercher un finish, que ça allait être quand même tough pour lui. Mais Koniko, il a montré beaucoup de progrès dans son dernier combat contre Susurkaev, qui était un prospect très prometteur. Puis on a vu que debout, mais Koniko avait le meilleur des échanges au round 2 puis 3 et placé les meilleurs coups. Vieira qui a shooté beaucoup de takedowns, vous voyez, 15, mais seulement 4. Puis McConico qui a quand même un bon get-up game puis un bon takedown defense. On avait parlé de tout ça là, dans le breakdown. Fait que je me doutais que s'il n'y avait pas une sub, ça allait à la décision, ça serait pas mal plus serré que ce que les odds indiquaient. Puis turns out que c'était tout à fait ça. Vous voyez Vieira qui a eu 4 takedowns sur 9 au premier round.
Mais round 2 puis 3, là, ça ne marchait plus, là, les amener au sol. Il a cumulé un peu de control time, mais rien fait de significatif avec. Round 2, en termes de significant strike, c'est kiff-kiff, mais les coups avec le plus d'impact, plus dommageable, c'est Mekonico. Puis round 3, ben, c'était clairement l'avantage de Mekonico aussi. Fait que, bon read ici sur un gros underdog, très content de la prédiction, là, même si on n'avait pas d'action là-dessus. On continue de monter. Ryan Spann et Marcus Buchecha. C'était la dernière leg de notre parlay. Francis Marshall, Montag, puis Spann Buchecha, don't go to decision. Je vais vous avouer qu'au début du deuxième round, je commençais à être un peu nerveux pour faire don't go to decision. Pourquoi les deux étaient complètement gas out. Ça n'a pas de sens. Premier round, il y a eu quand même de l'action. Je veux dire, il y a eu des scrambles intéressants. Les deux ont eu des positions dominantes. Buchecha qui a eu une sub-attempt quand même serrée, mais Spann qui s'est bien défendu. Spann qui est toujours excellent, mais habituellement pour 4-5 minutes. Là, un combat short notice. Puis il n'avait pas l'air tant en shape que ça. Là, je veux dire, ça l'aurait pu choquer pas mal plus. Il s'est fatigué rapidement. Mais So Buchecha, je veux dire, il y a tellement eu d'échanges de grappling au premier round que les deux étaient complètement fatigués là, au deuxième. Puis on s'entend, il ne s'est pas passé grand-chose là, au deuxième round. Il y a Spann qui est allé chercher le gros knockout précis. Mais vous voyez, en 2 minutes 10, Spann il a lancé 9 coups. Turns out que les derniers qu'il a touchés, il a pogné à cible clean. Il a mis KO Buchecha. Sur le pic, c'est un fight que j'ai été back and forth là, au courant de la semaine. Très, très imprévisible, j'ai l'impression. Buchecha qui m'a pas super impressionné, honnêtement. Il a eu ses chances early, pas réussi à les saisir. Je pensais qu'il allait avoir peut-être un takedown au deuxième round contre un Spann fatigué, mais vous voyez, il a shooté une seule fois là, en 2 minutes 10 au deuxième round. Ça n'a pas été comme il voulait, puis Spann qui va chercher le gros coup d'assommoir pour closer le fight. Fait qu'on a eu notre play ici, notre parlay du moins. J'avais-tu autre chose là-dessus? Je ne crois pas. Spann qui se mérite un bonus là, de performance. C'était pas une performance à tout casser, on s'entend, mais en même temps, il y a eu 2 finishes sur toute la carte. Fait que, il y a eu un bonus ici. D'ailleurs, McVeigh qui a eu un finish aussi, là, je ne l'avais pas mentionné. Fait que that's it là, pour le fight suivant. Montel Jackson, Raoni Barcelos, deuxième underdog que j'avais noté et que je n'ai pas parié. On l'avait flairé, c'était mon pick. Montel Jackson, je vous ai tout dit ça dans les breakdowns. Je vais peut-être ressortir des extraits même. Fine, il y a le record de knockdown dans l'histoire des bantamweight, mais je pense qu'il y a 3 KO, 4 finishes sur c'est quoi 15 knockdowns. Je veux dire, on dirait qu'il n'y a pas le finishing instinct, qu'il y a de la misère à terminer ses fights, même quand il blesse les combattants. Il a fait très mal à Barcelos en début de combat, mais Barcelos, le vet, 40 ans, relentless. J'aime tellement voir Raoni Barcelos combattre. Honnêtement, il est bon partout. Son jiu-jitsu, il est élite. Il a un bon grappling. Sa boxe est sous-estimée. Puis il n'y avait pas une tâche facile en Montel Jackson. Veut pas. Premier round à Montel, là, on n'a pas le choix d'y donner là, avec le dégât qu'il a fait. Deuxième round, plus serré. Barcelos qui a, je pense, outwork à mon avis. Là. Montel en a fait un peu plus avec les takedowns, le contrôle, etc. Mais c'est Montel quand même qui avait un petit peu plus de damaging shot. Vous voyez, deuxième round, je comprends pourquoi il peut être contesté de façon un peu plus serrée. Coup significatif, 13-8, il n'y en a pas une tonne. Les strikes, c'est égal. Mais Barcelos qui a eu un takedown sur 7 attempts. Pardonnez-moi, il faut que je me bouche. Donc, 2 minutes 14 de contrôle pour Raoni. Fait que deuxième round, je peux comprendre les arguments pour un et l'autre. Troisième, Barcelos, 2 coups significatifs de plus, c'est pas tant, mais 3 takedowns sur 7 attempts, la moitié du round de contrôle, ça allait à lui, c'est sûr et certain. Turns out qu'il est allé chercher la win, puis c'est quelque chose que je mentionnais dans le breakdown encore une fois. Si ce combat-là va à la carte des juges, si Montel Jackson n'a pas de finish, ça va être beaucoup plus chaud que ce que les odds indiquent. Turns out que Barcelos remporte la victoire, puis je suis content pour lui. Honnêtement, Montel, là, on dirait qu'il me déçoit d'un combat à l'autre. Il est tout le temps overhype. Il est favori dans tous ses combats, puis il tend à sous-performer de temps en temps. L'inverse pour Barcelos. J'avais pas parlé sur Moneyline, mais j'avais tout de même un peu d'exposure à Barcelos sur Underdog Fantasy avec McVeigh, je pense, Under Fight Time.
J'avais plus que 1.5 takedown. Il en a fait 2 au premier round, fait que ça l'a caché assez facilement. Je me doutais que s'il ne se faisait pas smoke là, rapidement, Barcelos allait réussir à obtenir des amenés au sol. Montel Jackson qui a une bonne lutte offensive, mais défensivement, ça pue. Fait que Barcelos qui remporte la dub ici. Next up, on avait un bon bet, 2 unités sur David Grant. Je vous en avais parlé, je pense qu'Adrian Luna Martinetti est overhype. Sa fiche, là, il était 17-1. Frauduleux, je n'irais peut-être pas jusqu'à dire ça, mais je veux dire, il n'a pas battu personne du calibre de David Grant. Un autre vet de 40 ans, mais qui en a encore dans la tank. On l'a vu, là, il a gagné, je veux dire, le premier round, c'est sûr et certain. 2 puis 3, un peu plus serré, mais je pense qu'il méritait là, la victoire clairement, puis il l'a eu. Fait que le bon jugement a été rendu. Je serais curieux de voir la carte des juges. C'est vraiment le deuxième qu'ils ont donné à Martinetti, où ça a varié. Il a placé des bons damaging blows, je veux dire Adrian Luna, mais il s'est fait outstrike là, dans toutes les rounds. Vous voyez, 44-18 le premier, 54-38, 64-43. David Grant travaille en combo, corps, tête, les bons calf kicks. Coupe la jambe là, de Martinetti. Il a fait combien de low kicks dans ce combat-là? 61 leg kicks. Il va avoir du mal à marcher là, aujourd'hui, le chum là, Martinetti. Fait que bien content du pick. David Grant qui était à moins 125 quand on l'a parié, si je ne me trompe pas. Fait que bon read. Je suis très très content là, de ce play-ci. Next, lui, il a choqué par contre. Un peu à l'inverse, on avait 2 unités. Du moins, j'avais 2 unités sur Hernandez. Garcia qui a show up, honnêtement, il m'a impressionné hier. Hernandez qui était sur une belle streak. Je pense 4 wins d'affilée avec des finishes. Puis honnêtement, je pense qu'Alexander Hernandez, je vais m'en tenir loin désormais. J'ai vraiment de la misère à pick les bons choix dans ses fights. Je pense que les 3 derniers combats d'Hernandez, j'étais pour ses adversaires. Puis là, j'étais sur lui. Hier, il a gagné. Fait que clairement, j'ai de la misère à avoir un bon read sur ce dude-là. Je vais essayer de m'en tenir loin. À l'avenir, du moins en termes de bêtes. Rafa Garcia, qui selon moi était inférieur dans pas mal tous les aspects. Mais on dirait que Alexander Hernandez n'a jamais réussi à trouver son flow, à s'ajuster là, à la pressure de Garcia, à son mouvement. Puis c'est quelque chose que les commentateurs ont mentionné, qui était très accurate, là, à mon avis. Tu sais, Hernandez, il bouge beaucoup. Puis habituellement, là, les combattants, ils vont comme le suivre là, dans son mouvement, vraiment follow où est-ce qu'il va. Puis ben, il essaie de les pincer quand le moment entre dans son range. Mais Garcia était patient, il mettait de la pression, mais il faisait juste tourner. Il s'ajustait en tournant. Il ne suivait pas Hernandez partout là, dans son footwork latéral. Fait que bref, très belle performance, grosse pressure. En termes de significant strikes, vous voyez, c'est proche, mais c'est Garcia qui a placé les damaging blows. Puis il mixe les takedowns au travers, pas une tonne de contrôle. Mais je veux dire, même si c'était pas si serré que ça, on s'entend. Garcia qui lookait good, plaçait les meilleurs shots. Si tu es capable d'aller solidifier là, tes rounds avec un amené au sol, là, fine, c'est encore mieux. Fait que super bien performé. Il m'a impressionné hier, honnêtement. Bad play, bad play. Je pense qu'Alexander Hernandez, il n'a pas show up à l'image que ce que j'avais de lui hier. Next up, Norma Dumont et Jocelyn Edwards. C'est la dernière underdog que j'ai eu un petit pincement au cœur de ne pas avoir parié. J'ai failli le faire, mais c'était une question de prix ici. Pourquoi? Au début de la semaine, j'avais mon œil dessus. Elle était à plus 200, plus 205. Je songeais la parier, puis au moment où j'étais prêt, elle avait droppé à plus 165-ish. Fait que j'ai comme eu 2 minutes, un pas de recul à cause de la drop de price. Ça me plaisait moins un peu. Pas qu'il n'y avait pas de value, là, on s'entend. Vous voyez, elle a gagné de façon décisive. Premier round, on peut faire des arguments, je pense, pour les 2 combattantes. Mais 2 puis 3, c'est Edwards là, qui a eu le dessus, clairement. Norma Dumont, je ne sais pas ce qu'elle avait hier. Habituellement, elle a beaucoup plus de volume de output. Mais là, elle s'est fait outwork. Vous voyez, là, elle a lancé seulement 100 coups là, à distance pratiquement. Il y a eu quelques échanges de grappling en début de combat. Mais sinon, pour le reste, pas tant que ça. Pour les paris, j'avais pas de straight bet sur Edwards, mais j'avais de l'exposure sur elle sur Underdog Fantasy. Ça a été listé à 34 coups significatifs. Quand j'ai vu cette ligne-là, what the fuck, je veux dire, c'est un combat qui est très favorisé pour aller à la décision. On a 2 combattantes qui se battent principalement debout habituellement.
34 coups, c'est extrêmement low. Je comprenais pas trop la ligne, honnêtement. Fait que j'avais un gros play là-dessus. Ça a cash avec le fantasy score de McVay. Mais sinon, sur les paris réguliers, pardonnez-moi, un long shot que j'avais que j'aurais préféré juste bêter son moneyline avec du recul, là, mais c'était tellement juicy là, comme Same Game Parlay. C'était Jocelyn Edwards to win. Jocelyn Edwards, 25 coups significatifs minimum, ça a été facile. Puis là, l'autre chose, c'était Norma Dumont plus de coups significatifs. D'habitude, Norma Dumont, je vous l'ai dit, elle a plus de volume, elle boxe un peu plus à distance, mais là, pas capable d'instaurer son flow, puis sa pressure, son volume. Je sais pas qu'est-ce qui se passait de son côté hier. Fait que finalement, c'est Edwards qui a fait plus de coups significatifs. Fait qu'évidemment, ça l'a pas hit, mais à plus 1800, je pense que c'était un play intéressant, clairement. Puis Dumont qui est surprise quand il annonce la décision. J'étais comme, voyons, t'es-tu le crack? Fait que Dumont, un gros step back, puis Edwards qui est sur une belle séquence dans une division qui n'est pas tant deep, là, chez les 135 livres. Elle vient de battre l'aspirante numéro 3, fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va s'en venir pour Jocelyn Edwards. Fait qu'il y a un autre underdog pick qui a été bon ici. Et puis la finale, le pick, c'était Youssef Zalal. Finalement, écoutez, Sterling, je vous l'avais dit, mon pick c'était Zalal, mais je pense que la ligne, elle aurait dû être flippée. Sterling qui était le underdog ici. Puis il y a Big Brother, le chum Youssef Zalal. Puis il a démontré des choses quand même impressionnantes ici, dans le sens du second gear poussé au travers de la fatigue. Parce qu'entre les rounds, déjà entre le 3 et le 4, Sterling sur le banc, il avait l'air fini. Il avait l'air tellement fatigué. Puis Zalal, lui, entre le 3 et le 4, il retourne au coin en marchant, ben chill, il s'assoit, il écoute encore. Puis le round commence, puis somehow, c'est Sterling qui pousse le pace, puis qui a l'air d'avoir plus de gaz comparativement à Zalal. Fait que je pense que c'est l'expérience de 5 rounds là, qui est entré en ligne de compte. C'était le premier de Zalal. Pas d'excuses. J'avais pas de bet là-dessus. Fait que le pick était wrong. Mais pas d'investissement, j'étais pas super confiant non plus. Sterling qui domine le deuxième round. Deuxième round, Zalal, lui, qui est good. Premier round, il s'est fait dominer, on s'entend. Là. Au sol, il s'est fait backpack presque tout le premier round. Sterling qui est un house du backtake et du body lock. Là. Il shine dans ces positions-là. Fait que premier round, se amener au sol, se prendre le dos contrôle. Deuxième round, Zalal, il lookait bien à distance. Il fait un genre de spin elbow, mais en plus, c'était comme... Il était zéro commit dans son mouvement. Là. C'était comme... Il a juste tourné, c'est comme s'il avait changé d'idée à mi-chemin. Erreur. Il se fait ramener au sol, prendre le dos, termine le round avec Sterling dans le back. Fait que, c'est clairement Zalal là, qui a échappé le deuxième round. Troisième, il est revenu. C'est lui, actually, qui a pris le dos là, de Sterling puis qui a look très, très good là, dans le troisième. Puis d'ailleurs, c'est sa sub à temp. La guillotine était tellement serrée. J'ai cru que Sterling allait taper à une seconde, mais c'est l'expérience, c'est le vétéran là, en lui qui a show up hier. Beaucoup de combattants auraient tapé à cette guillotine-là. Sterling qui a réussi à sortir. Perdu le round, pareil, il s'est fait prendre le dos. Mais gros move là, de Sterling. Puis 4 et 5e round, rinse and repeat. Sterling met la grosse pression. Zalal qui n'est pas capable de maintenir le centre, maintenir la distance, se fait amener au sol, se fait contrôler. Fait que très très grosse performance de Sterling hier qui a montré qu'il est encore un top contender dans la division. Step back pour Zalal, mais écoutez, il est encore jeune, c'est de l'apprentissage. Puis c'était pas un match-up facile là, en Aljamain Sterling. Fait que voilà, gang, c'est ça qui close là, la carte d'hier. Encore une fois, pas la carte de l'année, on s'entend. Je pense qu'on a de quoi de vraiment mieux la semaine prochaine là, pour UFC Australia. J'ai commencé à regarder un petit peu les lignes early tout à l'heure. J'avais pas pris connaissance des cotes. Fait qu'on a Jack Della Maddalena contre Carlos Prates en finale. Vraiment hâte de voir ça. C'est une carte par contre qui commence à genre 4h du matin. Fait que vous mettrez vos cadrans, sortez vos petits cafés pour ça. Mais beaucoup de match-up intéressants. Vite comme ça, quand on descend. La finale est vraiment intrigante. Je sais pas avec qui je vais s'aider, là, mais aïe, quel main event. Quinlan Salkill devrait smoke Benil Dariush. Knockout premier round, probablement. Tim Elliott à plus 300-ish contre Steve Erceg. Honnêtement, ça c'est un underdog qui
à ce prix-là, là, ça me titille, là, pré-flop. J'ai rien regardé encore, là, mais je pense que la ligne est un petit peu enflée. Gaziev Perichik est quelqu'un qui va mourir au premier round. Taito Ivaza. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas quoi penser de ça. Cam Roston, qui est le good dernièrement contre Belichick, je crois que ça va être bon. Tafa, je comprends pas pourquoi il est encore là et tout. Puis en plus, favorite tag. Aïe, 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 aïe. Malcolm, il va smoke GM3. Les lignes de Fantasy Score, ça va sûrement être à garder un œil là-dessus. Malcolm by knockout. Je pense que ça va être knockout ou sub finish. Bref, c'est sûrement pas sorti encore les props. Là. 8, mais gardons un œil là-dessus. Fuck, que j'ai fait. Ah, ok, je suis revenu. Après ça, qu'est-ce qu'on a ici? Thickness Morales. Les autres, voyez vite comme ça, je peux pas avoir un gros read. Mikalev, work in progress, mais quand même jeune. Je pense qu'il y a du potentiel. J'ai hâte de voir. Là, fait que grosse carte, grosse carte. On commence à creuser dès aujourd'hui. Fait que that's it, la gang. Là-dessus, je vous laisse passer un beau dimanche. Il fait super beau dehors. Profitez du soleil. Et je vous dis à la prochaine. Peace out.